Dans un monde où les dynamiques de pouvoir global évoluent rapidement, un nouvel axe stratégique émerge, s'étendant de l'Afrique à l'océan Indien, traversant le Moyen-Orient et reliant jusqu'à l'Asie de l'Est. Et au centre de cet axe se trouve le Japon. Ce déplacement du pouvoir est tellement intéressant que je tiens vraiment à vous en partager les détails, car il met en lumière à quel point le monde est en train de changer et à quel point il a déjà changé. L'Afrique devient le théâtre où les grandes puissances et les puissances intermédiaires s'impliquent de plus en plus. De nombreux pays africains s'éloignent des politiques néocoloniales des États occidentaux et cherchent à nouer des alliances militaires et économiques avec la Russie, la Chine, les Émirats arabes unis et la Turquie. C'est une dynamique vraiment intéressante qui place l'Afrique au cœur même du basculement du pouvoir mondial. Il y a seulement quelques jours, lors du Forum du partenariat économique en Afrique de l'océan Indien, qui s'est tenu en marge de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, a dévoilé une nouvelle vision audacieuse. Cette vision consiste à renforcer les liens entre l'Afrique et les nations de l'océan Indien, qui inclut l'Inde et le Moyen-Orient, et ce, à travers le commerce, le développement des infrastructures et la coopération stratégique. Cette initiative s'appelle la Zone économique Afrique-Océan Indien, et elle vise à accroître la connectivité interrégionale et à développer ce qu'Ishiba a qualifié, et je le cite ici, de zone économique libre et équitable. La zone relèvera de la politique étrangère plus large du Japon, l'Indo-Pacifique libre et ouvert, un concept introduit pour la première fois par le défunt Premier ministre Shinzo Abe en 2016. À première vue, on pourrait se dire que ce n'est pas vraiment important. Rien de bien notable. Pourtant, ce n'est pas le cas ici. Ce que propose Ishiba est bien plus stratégique. Il vise à créer un corridor économique qui répond aux besoins énergétiques, commerciaux et sécuritaires à long terme du Japon et qui positionne l'Afrique non pas comme un simple bénéficiaire d'aide, ce qui a été bien sûr son rôle traditionnel pendant des décennies, voire des siècles, mais comme un partenaire égal dans le développement. Il est légitime de rester sceptique et il reste à voir comment cela va réellement se dérouler, mais l'idée est en effet très prometteuse. Reste à savoir si l'Afrique sera véritablement traitée comme une égale ou si ce n'est qu'une manière enjolivée de l'amener à mordre à l'hameçon. Et je pense qu'il est juste, comme je viens de le dire, de rester sceptique tant que nous n'aurons pas vu les termes des accords. Mais l'idée est vraiment prometteuse et je pense qu'il vaut vraiment la peine d'y prêter attention. Alors, pourquoi l'Afrique? Pourquoi maintenant? Eh bien, l'Afrique abrite aujourd'hui plus de 1,4 milliard de personnes. On s'attend à ce que ce chiffre double presque d'ici 2050, soit une personne sur 4 sur Terre. Ajoutez à cela les ressources naturelles du continent, notamment les terres rares essentielles à l'énergie verte et des métaux comme le cuivre et le cobalt, indispensables pour les véhicules électriques et les batteries. Ainsi, Tokyo investit dans le développement du corridor de Nacala depuis 2012. Ce n'est pas un nouveau projet, il s'agit d'une initiative en cours. Le corridor de Nacala est une route logistique stratégique qui relie la Zambie à l'océan Indien. Pour le Japon, Nacala offre un moyen plus rapide et plus fiable d'accéder aux minerais africains, en évitant des itinéraires plus longs et plus encombrés. Le Premier ministre Ishiba a annoncé des efforts renouvelés pour renforcer les infrastructures autour de ce corridor, notamment des routes, des ports et diverses connexions intérieures, en utilisant une approche japonaise unique qui consiste en une aide au développement de type offre. Contrairement à l'aide étrangère traditionnelle, qui est généralement initiée par les pays bénéficiaires, le modèle d'offre du Japon permet à Tokyo de proposer et de concevoir de manière proactive des projets d'infrastructure
en accord avec les intérêts économiques japonais et locaux. C'est un peu comme les projets d'infrastructure à grande échelle de la ceinture et la route de la Chine, sauf que le mécanisme de financement et les modalités semblent assez différents. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de l'Afrique. Le Japon s'efforce délibérément de forger un triangle commercial et logistique, incluant l'Inde et le Moyen-Orient. Pourquoi le Japon fait-il cela? Je pense que c'est une question très importante. Pourquoi le Japon le fait-il maintenant? Eh bien, probablement parce que Tokyo cherche à renforcer la connectivité régionale en matière de commerce et d'investissement, et ne souhaite plus se concentrer uniquement sur des relations bilatérales. Le Japon veut s'engager de manière plus large en créant des cadres multilatéraux. Pour que cela fonctionne, ces acteurs régionaux ont besoin de chaînes d'approvisionnement bien développées, reliant les producteurs africains à des centres logistiques, comme les ports qui achemineront ensuite les marchandises à l'échelle mondiale. Des ports comme Mombasa au Kenya, autre point d'intérêt pour les investissements japonais, et Nacala au Mozambique sont en cours de modernisation avec l'aide de l'Agence japonaise de développement international. Ces améliorations comprennent l'extension des capacités de manutention, de meilleures infrastructures maritimes, ainsi que des liaisons ferroviaires et aériennes vers l'intérieur de l'île africaine. Pendant ce temps, le Moyen-Orient, en particulier des endroits comme Dubaï, devient un centre logistique à part entière. Les géants européens du transport maritime déplacent déjà leurs opérations vers Dubaï pour profiter du potentiel de croissance de l'Afrique. Il s'agit donc d'un processus en cours. L'Europe ne veut tout simplement pas être laissée de côté. Même si elle a profité gratuitement des ressources africaines pendant plusieurs siècles en colonisant presque tous les pays du continent. Le Japon, bien sûr, mise beaucoup sur cette initiative et joue sur le long terme. Sa population vieillit et il dispose de ressources naturelles limitées. Il doit donc agir rapidement pour sécuriser de nouveaux marchés et des chaînes d'approvisionnement fiables, et l'Afrique offre les deux. Alors, qu'est-ce que l'Afrique obtient en retour? Ou bien s'agit-il du même vieux jeu? Le Premier ministre Ishiba a déclaré que le Japon souhaite soutenir les propres ambitions de l'Afrique en matière d'industrialisation et d'intégration régionale. Cela signifie ne pas simplement exporter des matières premières d'Afrique, puis réexporter des produits finis, le schéma habituel, mais réellement aider les pays africains à produire davantage de biens sur le continent africain. Cela semble vraiment prometteur. Cela paraît extrêmement prometteur et positif. Espérons simplement que ce sera effectivement le cas et que les pays africains bénéficieront d'un élan en matière de développement économique, ainsi que d'un moyen de commencer à s'attaquer véritablement à leurs défis sécuritaires, qui sont nombreux, l'extrémisme restant très répandu et financé par diverses activités illégales, soutenues, bien entendu, par une variété d'acteurs en Afrique. Partout en Afrique, je devrais le préciser. Cette nouvelle initiative de zone de libre-échange ne se déroule pas en vase clos. Elle s'inscrit dans une reconfiguration géopolitique plus large. La Chine a déjà réalisé des avancées majeures en Afrique. Grâce à l'initiative La Ceinture et la Route, elle a construit des ports, des chemins de fer et des infrastructures à travers le continent. Elle a fait beaucoup. Les États-Unis ont leur propre programme, comme Prosper Africa et le Partenariat pour les infrastructures mondiales. Maintenant, il faut bien dire, je vais être très clair, ces programmes américains n'ont pas eu beaucoup d'impact. Pas beaucoup d'impact positif. Le Japon cherche à se faire une place, mais semble-t-il avec un style un peu différent. L'initiative du Japon visant à connecter l'Afrique, l'Inde et le Moyen-Orient est clairement bien plus qu'une nouvelle route commerciale. Il s'agit d'une manière de redessiner la carte économique mondiale. En soutenant des initiatives pacifiques telles que la construction d'infrastructures, le renforcement de la connectivité sur le continent africain
Et en accordant une plus grande importance aux intérêts et ambitions locaux, le Japon ne cherche pas seulement de nouveaux marchés, il contribue à façonner un nouvel épicentre de la croissance mondiale, ce que l'Afrique est en train de devenir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et suivez-moi sur Substack et Patreon. J'aimerais beaucoup vous y retrouver. Passez une excellente journée et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous.